41 Éco, les bonnes ondes de l'économie avec CIC West, la banque des entreprises et l'ordre des experts comptables de la région d'Orléans. Bonsoir Pascal. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. 41 Éco vous invite ce soir dans un monde de services. Nous accueillons Mathieu Dumas, le directeur des agences Région Centre de deux entreprises, deux sociétés basées à Orchez, un monde de services et un monde de services pro. Bonsoir Mathieu Dumas. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Vous êtes sans doute le Benjamin des chefs d'entreprise que nous accueillons depuis le lancement au printemps 2013 de 41 Éco. Vous êtes en effet un jeune chef d'entreprise. Écoutez, si c'est le cas, j'en suis très heureux. Effectivement, je constate qu'on n'est pas très nombreux, mais de plus en plus, donc c'est une très bonne chose pour la dynamique. Alors présentez-nous ces deux entreprises distinctes, donc un monde de services à destination des particuliers et un monde de services pro à destination des professionnels. On peut pas mélanger les deux ? Non, tout à fait. Il s'agit bien de deux SARL totalement distinctes l'une de l'autre. La première, un monde de services, a été créé en août 2010. Ça fait aujourd'hui donc 3 ans et demi. Cette première société s'adresse à une clientèle faite de particuliers pour des prestations de services à la personne. Et un monde de services pro est une structure, elle, beaucoup plus jeune, puisqu'elle date de 2 mois et demi. Elle a été créée le 2 novembre. Et ce coup-ci, il s'agit d'une entreprise de nettoyage industriel. Voilà, parce que vous aviez des professionnels qui vous sollicitaient, qui sollicitaient vos services. Tout à fait. Dans ma clientèle, donc, qui correspond à un monde de services, la première structure, donc une clientèle faite de particuliers, j'avais le plaisir d'intervenir chez des gens qui sont également entrepreneurs et qui avaient de ce fait des locaux pro dont ils me demandaient s'il était possible de les entretenir. Malheureusement, je n'en avais pas la possibilité. C'est pas la même réglementation, c'est pas la même TVA, tout ça, sans doute, c'est ça ? Tout à fait, etc. Il y a de grosses différences en termes de fiscalité et je n'avais absolument pas l'autorisation légale avec un organisme de service à la personne d'intervenir chez les professionnels. Pour autant, la demande était là et c'est pourquoi j'ai créé un monde de services pro. Quand on parle de service à la personne, Mathieu Dumas, on parle de quoi précisément ? Alors, il est vrai que c'est un secteur aujourd'hui qui est, pour le grand public, encore un petit peu flou, qui se structure, qui est en plein développement. Un grand merci à Monsieur Bourlou qui a mis un bon coup de boost à ce secteur d'activité en 2005 au travers de son plan d'aide aux services à la personne. Concrètement, les services à la personne, ça se traduit par une dizaine de prestations phares telles que le ménage à domicile, le repassage, la garde d'enfants. Ça peut être également pour nos anciens les préparations de repas à domicile, la livraison de courses, l'aide à la toilette, au lever, au coucher, etc. Et puis on a également des prestations d'entretien de l'extérieur, du jardinage, du petit bricolage. Voilà, c'est assez vaste. Et un monde de service se positionne justement sur l'ensemble de ces activités en essayant en quelque sorte d'être un guichet unique vers l'univers des services à la personne. Alors ça nécessite, ça mobilise beaucoup de ressources humaines, des personnes compétentes, qualifiées effectivement pour accomplir ces différentes tâches, donc au bénéfice des particuliers ou des entreprises. Difficile à trouver parce qu'on voit bien qu'il y a un gisement d'activité effectivement qui est extraordinaire. Tout à fait, c'est un secteur d'activité aujourd'hui en France qui est de plus en plus important, qui est l'un des premiers créateurs d'emplois. On compte environ 2 millions de salariés dans ce secteur d'activité aujourd'hui en France, donc ce qui n'est pas rien. Pour autant, la principale difficulté de mon activité aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est le recrutement. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se dire à la fois qu'on est sur un marché de l'emploi avec 3,5 millions de chômeurs aujourd'hui en France, et qu'à côté de ça, de nombreux entrepreneurs, dont moi, on a des difficultés claires et récurrentes dans le recrutement. Pour quelles raisons, je ne peux pas vous dire exactement, c'est assez paradoxal en fait. On a du mal à se l'expliquer. On recherche naturellement des gens avec des compétences importantes, puisque en tant que professionnel, on se doit d'offrir un service de qualité à nos concitoyens. C'est pas des petits boulots, faut être clair. Complètement, non, c'est absolument pas des petits boulots. Aujourd'hui, ce sont des métiers à part entière. Il existe de nombreuses formations dans ce domaine qui tentent à le professionnaliser justement. Et de fait, on est aussi, nous, exigeants naturellement. Mais bon. Et l'avenir appartient au service, c'est votre conviction. Là, j'en suis convaincu. Vous êtes pleinement engagé dans ce domaine qui vous offre de belles perspectives. Tout à fait, j'en suis convaincu. Il y a un constat qui est simple. D'une part, la population vieillit. Donc naturellement, avec une espérance de vie qui a été rallongée de 15 ans en 50 ans, on peut supposer que les besoins vont être de plus en plus nombreux en ce qui concerne la dépendance. Et puis pour les actifs, on constate aussi, j'ai envie de dire malheureusement, de plus en plus de familles monoparentales, donc des parents séparés, qui ont dans ce cadre-là, entre autres, de nombreux besoins, notamment en termes de garde d'enfants. Je prends souvent l'exemple d'une maman qui va être une cliente type pour un monde de service, une maman qui va se retrouver avec 2 ou 3 enfants à charge, qui aura un emploi à côté. Elle n'est pas forcément disponible aujourd'hui à 16h30 pour aller récupérer ses bouts de chou à la sortie de l'école, voire à 15h30 avec les rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires, tout à fait.
Et puis, donc on est là pour l'aider dans ce cadre-là, pour garder ses enfants. Puis peut-être que cette personne n'a pas non plus les compétences ou le matériel pour entretenir son jardin, par exemple. Elle a peut-être l'un de ses parents qui est vieillissant, isolé, qui ne peut plus se déplacer pour aller faire ses courses. Bon, on est aussi là pour rendre ce type de service. On essaie réellement d'accompagner les foyers de A à Z dans leurs besoins du quotidien. Voilà, c'est en tout cas l'objectif et on essaie de le faire. Oui, il faut un bon climat de confiance, un bon dialogue avec vos clients, avec vos personnels, parce que finalement, vous les perdez de vue, vous les envoyez sur le terrain, chez des professionnels, chez des particuliers. Donc, il faut que tout ce monde soit fiable. Tout à fait, je crois que le mot confiance est vraiment approprié. Rien ne fonctionnerait dans ce secteur d'activité sans la confiance. Donc ça passe effectivement par la délivrance d'un service de qualité et donc des intervenants de qualité. Donc ils interviennent, il ne faut pas l'oublier, bien souvent en totale autonomie. Donc nos clients confient à ces gens-là les clés de leur domicile. Alors il y a naturellement des prestations qui sont faites au préalable. Aucun de mes intervenants ne va chez mes clients sans avoir rencontré ses clients auparavant. On fait donc un tour des besoins, on définit les choses de façon précise au travers de cahiers des charges et ensuite on intervient de façon régulière ou ponctuelle en fonction des besoins de nos clients. Alors Mathieu Dumas, on vous attendait dans le domaine de la mécanique, dans le domaine du prêt-à-porter, vous voyez chef d'entreprise dans le domaine des services, de heureux hasards quoi, ou de bonnes intuitions donc vous ont amené là. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand je leur parle de mon parcours, en fait, le définissent comme un parcours assez atypique. Il est vrai que vous dire aujourd'hui que les services à la personne, c'est une vocation, ce serait vous mentir. C'est faux. Ça a été un enchaînement de choses qui ont fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que j'ai toujours été animé par le goût du concret. Donc rapidement, je me suis rendu compte que l'école n'était pas forcément quelque chose qui était fait pour moi, dans le sens où j'étais un élève moyen. Et puis en fin de troisième, grâce à mes parents, que je remercie au passage, qui m'ont toujours soutenu et toujours sensibilisé au fait qu'il était important. C'est bien d'écouter ses parents de temps en temps. Ouais, je crois, de temps en temps, effectivement. Ils m'ont toujours sensibilisé au fait qu'il était important de faire un bon choix de vie professionnelle, puisque c'était effectivement là où on allait passer le plus de temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par les sports mécaniques. J'ai eu la chance de commencer la moto à l'âge de 3 ans et de pratiquer le motocross en compétition. Et j'avais pour objectif, dans un premier temps, de travailler dans le domaine de la moto. Donc à la fin de ma troisième, j'avais le choix, soit entre faire une seconde générale ou me diriger vers ce secteur. J'ai fait le choix de choisir ce secteur en me disant que lier passion et métier, c'est sans doute une formule gagnante. Donc je me suis dirigé vers un BEP mécanique cycle et motocycle que j'ai effectué dans un lycée professionnel sur Orléans. Malheureusement, ça a été un échec dans le sens où je me retrouvais absolument pas. Pratiquer la moto était un plaisir. Un échec ou un enseignement que vous avez tiré, ça vous vous êtes dit non, finalement c'est pas ça. Voilà. Tout à fait, ça m'a permis justement effectivement de me rendre compte que ce n'était pas fait pour moi et de rebondir sur autre chose. Donc fort de ce constat qui était que la mécanique n'est pas fait pour moi, je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Donc je faisais le choix d'arrêter la mécanique, mais pour autant je voulais pas forcément arrêter la moto. Donc je me suis dit bon, avant de réparer les motos, faut les vendre. Plutôt que d'être dans l'atelier, d'être dans la boutique. Tout à fait, voilà. Donc je me retrouvais de l'autre côté du comptoir et puis effectivement j'ai fait donc un bac pro commerce en alternance. Ça a été une révélation d'ailleurs pour moi l'alternance. J'ai eu le plaisir de travailler pendant 2 ans aux côtés de Jean-Marc Delétang, la chaussée Saint-Victor. Ouais, très connu, ouais. Ouais, tout à fait. Ça a été une expérience vraiment très enrichissante à tout point de vue. Et ça a été pour moi une vraie révélation, quoi. J'ai vraiment senti à ce moment-là que le commerce était une chose qui me correspondait, qui m'animait. Donc j'ai obtenu mon bac pro commerce et de là je me suis dit bon, un bac pro c'est bien mais c'est pas forcément suffisant quand on a un petit peu d'ambition et qu'on veut faire des choses. Donc je me suis dit faut poursuivre ses études. J'ai fait un BTS management des unités commerciales que j'ai fait donc en alternance à l'école supérieure de commerce de Tours, l'ESSEM. J'ai fait ce BTS en alternance pendant 2 ans à Decathlon à Villebarou. Formidable expérience aussi pour moi. Ça a été mes premiers pas en management puisque j'étais assistant chef de rayon. Et donc, en l'absence de... Et là, il y a du challenge, il y a de l'organisation, il y a tout cela. Ouais. Complètement. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Une entreprise jeune, dynamique, qui me correspondait aussi dans le domaine du sport. Donc, voilà, je faisais une parenthèse avec la moto, mais je goûtais autre chose. Et ça a été justement la transition avec le prêt-à-porter dont vous parliez tout à l'heure. Donc, au travers de ces études que j'ai faites en alternance, j'ai développé petit à petit en moi et mûri l'idée un jour d'ouvrir mon propre commerce et de me lancer à mon tour. Parce que vous avez bien connu et découvert l'entreprise de l'intérieur, quoi, avec ses rouages. Complètement. Ouais. L'alternance a été une vraie force à ce niveau-là. Et puis donc ensuite, j'ai fait une formation pour repreneur et créateur d'entreprise, durant laquelle j'ai simulé l'ouverture d'une franchise N-Park, donc dans le prêt-à-porter, qui s'est soldée au final par l'ouverture d'une franchise N-Park sur la ville du Mans.
Alors je n'étais pas gérant, hein, ce commerce ne m'appartenait pas. Mais vous avez monté le dossier ? J'ai monté le dossier, j'ai réalisé une étude de marché pendant plusieurs mois. À la fin de cette étude de marché, j'ai eu le plaisir de la présenter à un jury de professionnels composé de différentes personnes, de différents partenaires qu'un entrepreneur a besoin lorsqu'il se lance, tels que des banquiers, un comptable, des assureurs, etc. Et tous ces gens étaient emballés par l'idée de l'ouverture de cette franchise Eden Park et étaient prêts à me suivre. Et à l'époque, la seule chose qui me manquait, eh bien, c'était l'apport personnel, puisqu'on était sur un projet de l'ordre de 600K, donc 600 000 euros. Et vous aviez combien, 21 ans, 22 ans ? J'avais 21 ans. 21 ans, voilà. Ouais. Bon, Donc, on n'a pas beaucoup d'argent devant soi à cet âge-là. Complètement, autant vous dire qu'à 21 ans, je n'étais pas en mesure de mettre 200 000 euros sur la table pour me lancer dans ces conditions-là. Pour autant, j'avais réalisé pendant des mois une étude de marché qui me semblait tenir la route. Et la vie était partagée, donc je me suis dit, ça serait dommage de mettre de côté ce travail sans le rendre concret. Et donc je suis retourné voir les propriétaires de la franchise Eden Park de la ville de Tours. Je leur ai présenté mon dossier, je leur ai suggéré de l'étudier et puis de me recontacter quelques temps après. Parce que je savais qu'ils avaient pour idée et pour envie d'ouvrir une deuxième boutique à court moyen terme. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, effectivement, ils ont étudié ce dossier et puis ils m'ont recontacté quelques temps après en me disant « Bon, écoute Mathieu, effectivement, il semble y avoir un potentiel sur la ville du Mans. Pour autant, et tu comprends bien qu'on ne peut pas se lancer comme ça tête baissée en suivant simplement les chiffres que tu as trouvés toi. Donc on va s'approprier un petit peu le dossier, faire notre étude de marché, et puis on se recontacte. » Et donc ils m'ont recontacté ensuite, m'ont proposé de me former dans un premier temps à leur côté, de découvrir leur enseigne, leur marque, leur histoire, et puis les produits. Et puis ensuite ils m'ont proposé donc un poste de responsable. Donc on a négocié ensemble un poste de responsable à l'ouverture de la franchise Eden Park qui a été ouverte donc en octobre 2008 sur la ville du Mans. Et que j'ai quitté d'un commun accord, donc par le biais d'une rupture conventionnelle en mai 2010. Pourquoi ? Parce que vous aviez cette idée qui vous trottait dans la tête de créer votre activité, d'être votre propre patron. Ça m'animait de plus en plus. J'ai toujours eu besoin de toute façon de concret. J'ai une philosophie qui est simple, c'est que quitte à me dépenser à 300% et à m'impliquer à fond dans mon travail, autant le faire pour moi. Voilà, c'est peut-être un petit peu égoïste. Non, c'est une mais bonne en tout cas, ouais. C'est comme ça que je fonctionne. Et j'avais vraiment cette envie un jour d'avoir mon business. C'était vraiment un rêve, ça devenait même une obsession. Donc en parallèle de la gestion de cette boutique Eden Park sur la ville du Mans, j'ai fait une étude de marché pendant 1 an. Je suis parti de rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les services à la personne, c'est pas une vocation, quoi. Ça a été vraiment un hasard, fruit des recherches. Petit à petit, j'y suis venu. J'ai fait une étude de marché pendant 1 an. Je suis parti d'une chose très simple que beaucoup d'entre nous, sans doute, doivent faire. Tapant des mots-clés sur Google du type secteur d'avenir à court moyen terme ou secteur en plein développement, enfin ce genre de choses. Et puis le secteur des services à la personne revenait régulièrement. De là, j'ai commencé à étudier un petit peu la manière dont il était structuré. Je me suis aperçu que dans ce domaine d'activité, il existait aussi des enseignes nationales, des franchises. Donc dans un premier temps, j'ai essayé d'imaginer un petit peu comment moi je ferais si je me lançais dans ce secteur d'activité, quelle était la politique, de services, de tarifs que j'allais proposer, etc. Et puis, je me suis rapproché de différents réseaux, dont le réseau Un Monde de Services, qui avait une politique semblable à ce que je voulais mettre en place si je m'étais lancé seul. Donc, j'ai intégré le réseau Un Monde de Services en août 2010, en ouvrant donc la franchise de Blois. Et puis, depuis, les choses ont beaucoup évolué, puisque j'ai eu le plaisir de racheter le réseau avec plusieurs personnes. Donc, je suis passé du statut franchisé au statut... entre guillemets franchiseur, puisque je suis maintenant à la tête du réseau Un Monde de Services. Président du GIE France. Président du GIE France. Et des mondes de services, alors il en existe aujourd'hui 5 en France. 5 en France. Voilà, on est vraiment bien répartis sur le territoire. Vous avez une agence à Brest, une autre du côté de Marseille. Il y en a une également sur Arcachon, sur Toulouse, et puis celle de Blois. Donc. Voilà, donc vos convictions. Vive l'alternance. Vive l'alternance. Vive la création d'entreprise. Vive la franchise. C'est une bonne voie. Éventuellement, il faut y penser. Alors la franchise, je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes à y prendre et d'autres dont il faut se méfier. Il faut se méfier, tout à fait. Faut vraiment être prudent, je pense, à ce niveau-là. Bon, pour ma part, ça s'est soldé par une mauvaise expérience dans la mesure où s'il y a eu ce rachat du réseau Un Monde de Services, c'est que la personne qui était à la tête au niveau national, donc le franchiseur, prenait énormément de recul. C'était quelqu'un qui avait créé un très beau concept, mais qui prenait beaucoup de recul, qui n'animait pas son réseau. En fait, il y avait un tas de promesses qui nous avaient été faites, qui n'ont pas été tenues et qui
qui ont amené à mettre une action en place et à proposer ce rachat pour prendre un petit peu les choses en main, quoi. Voilà. Voilà, vous avez pris le taureau par les cornes. Hein, donc, et il fallait, par la force des choses, c'était nécessaire. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfait, ça va? Comment Absolument. abordez-vous cette année 2014? Donc dans quel état d'esprit? Plutôt sereinement, malgré la conjoncture actuelle. Je suis très satisfait. En 2013, j'ai fait une belle progression. J'ai fait une progression de 28% par rapport à l'année 2012. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, je suis plein d'optimisme par rapport à l'avenir. J'espère que le gouvernement aidera un petit peu plus ces entrepreneurs. Je pense que c'est essentiel. Bon, on voit dans l'actualité que les médias, nos politiques se concentrent pas toujours, à mon sens, sur l'essentiel. Et ça, c'est un petit peu regrettable, quoi. J'ai beaucoup de mal... En toute humilité, je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais j'ai beaucoup de mal à observer l'actualité de la plupart des médias. Aujourd'hui, on allume notre poste de télévision, on écoute la radio. Bon, à part des faits divers, on n'a pas réellement de concret. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que la France a vraiment de nombreux atouts. Le Loir-et-Cher également. Et d'autres préoccupations, d'autres priorités. D'autres préoccupations, je pense. Il y a des choses plus essentielles à mon sens. Ouais, que les amours légitimes ou légitimes même du chef de l'État. Entre autres, ouais. Des gens qui devraient regarder un peu plus loin que le périphérique, parfois, au-delà. Alors, à propos de territoire, on a fait connaissance, on vous a aperçu dans pas mal de réunions de Loir-et-Cher 2020, les Jeudis du futur, cette démarche prospective sur ce territoire. Pourquoi vous avez participé à ces régulièrement, voire même assidûment à ce genre de rencontres? Mais écoutez, la raison première et simple, c'est qu'on m'y a convié, en fait. J'ai été invité à participer aux premières réunions et notamment à la conférence inaugurale, donc aux assises de lancement de la démarche prospective Loir-et-Cher 2020. J'ai d'emblée été jeté, dans le vif du sujet, puisqu'on m'a invité à participer sur le podium et à prendre le micro dès le premier jour. Donc ça a été un petit peu... une entrée dans la matière et pour moi c'était une vraie opportunité. Je considère que justement dans un contexte où l'écart se creuse de plus en plus entre les politiques et les concitoyens, le fait de pouvoir donner la parole à chacun sur une possibilité concrète de s'exprimer sur les forces et les faiblesses d'un territoire et de pouvoir participer à une réflexion commune qui a pour objectif donc le bien-être des concitoyens à l'horizon 2020. Je crois que c'était une vraie belle opportunité. Et puis en tant qu'entrepreneur, quoi de plus normal que de s'intéresser à son territoire, quoi, à la vie locale, à son économie, etc., quoi. Ça me semblait essentiel. Et donc une belle opportunité à la fois personnelle et professionnelle. Voilà. Et du coup, vous êtes plus confiant dans l'avenir de ce territoire, ce petit département qu'est le Loir-et-Cher, coincé entre Tours et Orléans, entre le Loiret et l'Indre-et-Loire? Petit, mais avec de nombreux atouts, effectivement. Moi, je pense qu'on a un atout essentiel qui est déjà notre emplacement géographique. On tente aujourd'hui vers un rapprochement des territoires avec, une diminution des échelons hiérarchiques, si l'on peut dire ainsi, dans le découpage des départements et aussi des régions. Et par le simple constat que le Loir-et-Cher est en plein cœur de la région centre et notamment la ville de Blois, en plein milieu, de deux villes principales que sont Orléans et Tours. Je pense qu'on a un vrai coup à jouer à ce niveau-là et qu'il faudra pas hésiter à se mettre en avant, quoi. Voilà. Bonne chance, meilleur vœu de succès, bonne année. C'est très gentil. 2014. À travers vous, on salue tous ceux qui travaillent avec vous, donc vos salariés, vos clients, un monde de service. Complètement. J'en profite effectivement pour remercier tous mes salariés et les féliciter. Je suis un patron exigeant, pas toujours très rigolo au quotidien, je pense. Mais en tout cas, ils travaillent très bien et j'en suis ravi. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 27 et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux pour satisfaire nos clients qu'ils sont eux également. Mathieu Dumas, la qualité première d'un patron, c'est pas forcément d'être rigolo non plus. Donc, pas toujours. Il faut savoir l'être. Je pense que la convivialité est importante. C'est pas, à mon sens, avec de la pression permanente sur nos salariés qu'on arrive à tirer meilleur profit d'eux. Mais il faut une rigueur et il faut faire un travail sérieux, quoi. Merci de nous avoir fait partager ce soir votre parcours, votre esprit d'entreprise. Merci beaucoup. À bientôt. On vous retrouve sur unmondedeservice.com au service des particuliers ou unmondedeservicepro.com au service des professionnels. À bientôt, Mathieu Dumas. Avec plaisir, Pascal. Bonne soirée. Merci à vous. Retrouvez 41 Échos en podcast sur le site www.plusfm.com avec CIC West, la banque des entreprises et l'ordre des experts comptables de la région d'Orléans.